Bonjour à toutes et à tous. Merci à Madame la Présidente de l'Université de Poitiers, à la Vice-Présidente et à l'équipe de l'espace Mendes France, qui me fait l'honneur de me convier à participer, à animer cette conférence. Alors, je suis juriste. J'ai commencé à faire du droit de l'environnement en 1991. Ça remonte, comme vous voyez. Avant une grande conférence dont sûrement vous avez entendu parler, une grande conférence mondiale, qui est celle du développement durable, la conférence de Rio de 1992. Et je travaillais comme stagiaire dans une petite, pas dans une grande ONG internationale, pas dans une petite, parce qu'il s'agissait d'ENDA Tiers-Monde. Et donc, j'étais en charge de suivre les négociations internationales de ce qui allait devenir cette grande conférence sur la naissance de ce concept de développement durable. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être avec vous, c'est l'occasion de voir où on en est. Le droit, c'est avant tout un projet de société. C'est le choix d'avoir des règles pour construire, on l'espère, un projet commun qui respecte l'intérêt de tous. Évidemment, la protection de l'environnement, c'est avant tout ça, c'est-à-dire le respect du droit à la vie. Quel que soit son parcours, son origine, son genre, sa communauté, que vous soyez ici ni né à Poitiers ou dans une petite île du Pacifique, il faudrait que tout le monde ait le droit à la vie. Et c'est la base un petit peu de cette réflexion sur la justice climatique pour les générations présentes et futures que je vais vous présenter. Alors évidemment, il faudrait d'abord que je commence par vous expliquer ce qu'est le changement climatique. Ce n'est pas les juristes qui décident de où on en est du changement climatique. Nous, on en est à constater ce que les scientifiques que vous êtes en train de devenir nous expliquent. Et donc, je vais aller assez rapidement sur cette question de qu'est-ce que les changements climatiques. La seule chose que je dois dire en tant que juriste, c'est une chose importante, c'est que les scientifiques peuvent avoir des définitions différentes de ce que sont le ou les changements climatiques, mais en droit, il y a une définition qui s'impose à tous, c'est celle qui est donnée dans les accords climatiques internationaux, c'est-à-dire d'abord dans la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques de 1992 et ensuite dans les accords de Paris, issus de la COP21. Alors, qu'est-ce que le changement climatique? Alors, évidemment, on a les experts qui nous l'expliquent, ça, d'accord, mais on a la Convention cadre des Nations Unies qui nous explique qu'on entend par changement climatique des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à une variabilité naturelle du climat qu'on observe au cours des périodes. Alors, où est-ce qu'on en est des changements climatiques? Eh bien, on constate qu'il y a une accélération de l'augmentation de la température à l'échelle du globe et que nous avons donc une accélération qui fait que la dernière décennie est la plus chaude jamais constatée. C'est pour ça que vous entendez en ce moment, peut-être, le climat politique, sans faire de jeu de mots, est un petit peu complexe en ce moment, mais avant qu'il y ait eu un certain nombre de bouleversements gouvernementaux, on vous évoquait la trajectoire plus 4 degrés dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Et nous, on va essayer d'expliquer ce que ça implique pour vous, au quotidien, pour vous, mais aussi potentiellement
pour vos enfants un climat à plus 4 degrés. Alors, je rappelle, ou j'informe pour ceux qui ne le savent pas, que dans l'augmentation de la température, on a à l'échelle globale, mais évidemment, on a des déclinaisons par continent, et le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement. Donc voilà le genre de courbe qu'on donne en général pour expliquer tout ça. Il y a des continents extrêmement impactés comme le continent évidemment africain. Et puis il y a les incidences à l'échelle européenne. Donc sur un des risques ici qui est cartographié, vous voyez que les incendies et les risques d'incendie, les zones rouges, c'est les territoires les plus exposés. Et vous voyez qu'au niveau européen, le territoire français métropolitain est le plus impacté. Donc, je résume. Dans l'accélération du réchauffement climatique, le continent européen est celui qui se réchauffe le plus. Et au sein du continent européen, la France est sûrement un des plus impactés. Au niveau européen, évidemment, il y a des distinctions selon les risques climatiques. Les sécheresses, les incendies. Si vous allez sur d'autres territoires, ça peut être l'intensification d'événements extrêmes, comme les cyclones, la question des inondations. Tous ces risques climatiques impactent l'ensemble des territoires et on verra que la France présente un certain nombre de spécificités. Ici, c'est une simulation qui avait été faite par Jean Jouzel, un climatologue français qui était un responsable scientifique au GIEC. Et nous avions fait ensemble un projet de justice climatique pour la France en 2016. Ça remonte dans une institution qu'on appelle le Conseil économique social européen, qui est la 3e assemblée constitutionnelle en France. Et il avait fait cette projection expliquant les vagues de chaleur qui allaient frapper la France. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'élévation de la température, considérant que ce calcul de, vous savez, on vous parle souvent du plus 1,5 ou du plus 2 degrés. Parmi vous, il y a ceux qui font des sciences de l'univers ou des géosciences et qui connaissent tout ça. Pour d'autres, peut-être c'est moins évident. Est-ce que vous savez, par exemple, à quel degré d'augmentation on est en France ? Oui, c'est ça, j'entends. Ouais, on est proche d'1,7. D'accord. Le seuil de dangerosité, ça ne veut pas dire que ça veut dire que tout va bien. Hein. Le seuil de dangerosité donné par la Convention cadre de 1992, c'est plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ère pré-industrielle, c'est quelle année ? 1870, à peu près. Donc, on a une augmentation qui se calcule par rapport à cette date de référence, cette période où effectivement le processus d'industrialisation s'est développé. Il s'est développé où ? Il ne s'est pas développé en Bolivie, à Madagascar ou au Niger. Il s'est principalement développé historiquement en Europe. Historiquement. Et donc, évidemment, il y a une responsabilité historique des pays industrialisés qui ont participé à ce qu'on appelle le stockage des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui détériore le système climatique. Le système climatique, il faut le penser comme un super accélérateur de tous les problèmes environnementaux. C'est-à-dire, ça accélère les sécheresses, les problèmes donc d'accès à l'eau, ça accélère les risques d'incendie, les risques de submersion puisque fonte des glaces, augmentation du niveau de la mer, etc. Et ça augmente des aspects sur lesquels on reviendra beaucoup, les risques sur votre santé. Donc, voilà l'état de la situation. On est objectivement, et notamment en France, dans une situation d'expérimenter des risques climatiques sur des trajectoires qui sont maintenant au mieux
évalué à des plus 4 degrés. C'est-à-dire que vous allez expérimenter un climat à plus 3 et plus 4 degrés. Considérant qu'il y a toute une série d'impacts, déjà, évidemment, même à 0,5 degré d'augmentation, on a des impacts à tous les niveaux du vivant. L'espèce humaine étant une espèce quand même parmi les autres, mais étant évidemment conditionnée par la survie des autres espèces, c'est ce qu'on appelle aussi la protection de la biodiversité. Donc voilà, la situation, elle est là. Alors maintenant, le droit, c'est quoi? Le droit, c'est décider de ce qu'on fait. C'est décider, est-ce qu'on décide de laisser faire, et les plus forts s'en sortent, éventuellement, un peu plus et encore. Est-ce qu'on décide de réduire les gaz à effet de serre, auquel cas il faut modifier complètement nos activités de production, de consommation? Est-ce qu'on décide de politiques qui permettent à toutes et à tous, quelle que soit sa condition de santé, sa condition sociale, sa vulnérabilité psychologique, son appartenance à telle ou telle communauté, est-ce qu'on prend en compte ces vulnérabilités-là pour adopter des politiques climatiques qui permettent à toutes et à tous, on peut l'espérer, de s'en sortir au mieux? C'est ça la question de la justice climatique. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les droits de chacune et chacun soient respectés par son droit à la vie et son droit à un environnement sain. Et c'est de ça dont il s'agit, en tout cas pour les juristes. Donc c'est une préoccupation internationale, nationale, évidemment européenne, pour nous qui sommes européens, membres de l'Union européenne, et c'est une attente sociale. Et qui est-ce qui va crier à la justice climatique? Malheureusement, ça ne va pas être beaucoup les États, au départ, pour des tas de raisons que je pourrais développer. Ça va être la société civile, des organisations non gouvernementales de par le monde qui vont dire « mais on expérimente des submersions, des risques, on ne peut plus développer notre agriculture, on est obligé de se déplacer pour survivre ». Il y a des responsables du dérèglement climatique et c'est eux qui doivent prendre en charge et financer l'adaptation au changement climatique ou nous aider à y faire face. Et donc, c'est ces cris d'alarme qui ont été lancés principalement depuis les années 2000, ces cris d'alarme auxquels le droit international, le droit européen, le droit interne, le droit national, le droit français pour nous, doit répondre. Donc, il y a un cumul d'inégalités. Parce que plus vous êtes vulnérable, plus vous êtes pauvre, plus vous avez des problèmes de santé et moins vous allez être en capacité de vous adapter et même, j'ose dire, de survivre à cette augmentation de la température et aux conséquences des risques climatiques. Est-ce que les enfants sont plus impactés que les autres, puisqu'on parle des générations présentes et futures? Oui, les enfants sont plus impactés que les autres. Nous sommes maintenant en train de faire le climat de la génération précédente. Comme vous savez, les gaz à effet de serre, ça se stocke dans l'atmosphère, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc nous vivons avec le climat constitué par nos activités d'il y a 20 ans. Et donc nous sommes en train, nous, de produire le climat que vos enfants, ou peut-être évidemment vos petits-enfants, mais d'abord vos enfants, sont susceptibles d'expérimenter. Donc la responsabilité, elle est directe. Les choix que nous faisons maintenant déterminent directement ce que vont vivre les générations et ce que nous vivons déjà. Le réchauffement du climat mondial a atteint un niveau historique, faisant de la décennie la plus chaude depuis environ 125 000 ans. Le changement climatique a été identifié comme un défi éthique pour nos sociétés par la communauté internationale, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas, à une échelle locale ou nationale, prendre en charge le dérèglement climatique mondial. Il faut que tout le monde s'y mette, si je puis dire. L'ensemble de la communauté internationale.
Et c'est un enjeu, évidemment, entre les générations. Il faut considérer la responsabilité des générations présentes qui, au cours des 40 dernières années, ont augmenté la concentration moyenne de gaz à effet de serre de 1,3%. 1,3% par année. Et cette moyenne est passée à 2,2%. Et depuis 2007, elle atteint 3%. Ce qui veut dire que la perturbation du climat actuel ne cesse d'augmenter par l'activité des générations présentes. Donc nous, et surtout vous d'ailleurs, pas les vieux dans mon genre. Donc, évidemment, il y a une responsabilité de la génération actuelle par rapport à la génération future, et pourtant, votre génération, elle est en train d'expérimenter des conséquences d'un changement climatique qu'elle n'a pas produit. Et franchement, pour un juriste, je ne peux plus, moi, supporter d'entendre, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça, je participe à pas mal d'organisations internationales depuis de nombreuses années, je ne peux plus entendre, bon, bah, ils réussiront ce qu'on n'a pas réussi à faire. Non. 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 On doit tous, y compris les générations plus anciennes, dont je considère en grande partie faire partie, on doit absolument aider à trouver des solutions. On ne peut pas juste passer j'allais dire la patate chaude, excusez-moi, mais le problème au suivant. C'est plus possible, ce n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tenter un projet de justice climatique. Et qu'est-ce que la justice climatique, ici, dans une approche transgénérationnelle? Alors, quand on commençait à faire du droit de l'environnement il y a des années, on nous expliquait, mais vous savez, le droit des générations futures, parce que le droit des générations futures est fondateur du droit de l'environnement, c'est-à-dire pas penser un droit tel qu'il s'applique dans la société aujourd'hui, mais tel qu'il doit protéger l'intérêt des futures générations. Ça, c'est la base du droit de l'environnement. C'est un droit responsable pour les prochaines générations. Et donc, le problème, c'est que les générations, évidemment, l'espérance de vie, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même au Niger, en Bolivie, en France, en Italie. Donc, déjà, cette approche de la génération, elle est conditionnée par les conditions d'espérance de vie, il faut quand même le rappeler, qui ne sont pas partout les mêmes. Et après, il y a objectivement le fait que, quel que soit le lieu de vie, vous allez expérimenter des risques climatiques. Plus vous êtes jeune et plus vous allez avoir des conséquences climatiques sérieuses. Dans votre activité, dans votre santé, je veux dire, dans votre capacité, dans votre trajectoire de vie, mais aussi dans votre, évidemment, trajectoire professionnelle, puisque tous les métiers sont en pleine transformation pour, entre guillemets, s'adapter à cette évolution climatique. Donc, c'est une question éthique. C'est une question éthique. Il n'y a pas de société qui puisse se décrire comme une sorte d'incarnation de la justice accomplie, nous écrivait Thomas de Coninck, qui écrivait sur la dignité humaine. Une société ne peut être juste qu'en sachant ne jamais se satisfaire du niveau de justice atteint et en recherchant sans relâche plus de justice et une meilleure justice. Je pense qu'il a exactement défini ce que, j'espère, tout juriste essaye de faire et ce qu'il essaye de faire en matière climatique. Alors, qu'est-ce que la justice climatique? D'abord, c'est une revendication qui vient de la société civile à l'échelle internationale. On a un petit élément qui nous est donné dans l'accord de Paris sur le climat de 2016, dans le préambule, c'est-à-dire dans l'introduction. Et ensuite, on a eu des textes qui se sont attachés à définir ce qu'est la justice climatique, et notamment ce fameux avis du Conseil économique, social et environnemental français. Et ça, c'est exceptionnel, je crois que ça n'était jamais arrivé. C'est un avis du Conseil économique, social et environnemental français qui a en partie inspiré un avis du Comité économique et social européen, puisqu'il s'est tenu exactement un an après. Et puis ensuite, on a eu des plans nationaux d'adaptation qui en ont tenu compte. Voilà ce que nous écrit, voilà ce qui est indiqué dans le préambule de l'accord de Paris de 2015.
Il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et la protection de la biodiversité reconnue par certaines cultures comme la terre nourricière, et notant l'importance pour certaines de la notion de justice climatique dans l'action menée face au changement climatique. Donc je vous demande de bien lire cette phrase et de noter ce qui cloche. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche là. Alors, pour un juriste, ça saute aux yeux. Exactement. Certaines cultures, par certains États, certaines cultures. Donc, en fait, ce passage-là a été ardemment négocié, et notamment par des pays d'Amérique latine qui, eux, voulaient qu'on ait un projet ambitieux d'accord. Et eux, ils ont une référence à la Pachamama, c'est-à-dire à la terre-mère, la terre nourricière, qui veut que le vivant se comprend dans son intégralité et pas dans cette dissociation nature-culture, l'homme d'un côté, la nature de l'autre. Et donc, certaines cultures en droit, ça veut dire que les États ne s'engagent à rien, juridiquement. Mais on a juste ce concept de justice climatique qui apparaît, et c'est encore sans définition. Donc, premier constat, on n'a pas de définition juridique de la justice climatique. C'est la première chose à savoir. Donc, on va essayer, nous, les juristes, de travailler là-dessus pour que ça avance. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le Comité économique et social européen, qui dit que le changement climatique, c'est une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnemental. Et il est généralement envisagé dans un contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle et s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectés par les effets du changement climatique. Et ce, alors même que ces catégories sont les moins responsables des émissions ayant conduit à la crise climatique. Effectivement, les personnes les plus privilégiées en termes de revenus ont un impact beaucoup supérieur par rapport à ceux qui ont peu de moyens. Et donc, nous avons aussi fait cet avis au niveau national, qui a d'ailleurs inspiré, vous l'avez compris, l'avis européen. Et on a construit la justice climatique en la définissant de cette manière-là. C'est un objectif, mais c'est aussi une autre façon d'élaborer et de faire des politiques publiques. Il faut penser différemment nos politiques publiques pour tenir compte de cet objectif de justice climatique. C'est de la justice sociale, c'est de la justice procédurale et c'est de la justice redistributive. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de faire du contentieux pour faire respecter le droit. Il s'agit de faire des politiques qui permettent de protéger le droit à la vie de tous. Alors, les objectifs de la justice climatique, en fait, ils reposent sur différentes approches. Au départ, on est bien sûr sur un constat d'inégalité. Et en fait, on est sur un constat de cumul d'inégalités. Historiquement, il y a un mouvement de pensée qui s'appelle Environmental Justice, la justice environnementale. Alors, je le dis en anglais parce que quand on le traduit en français, on pense tout de suite au contentieux devant les tribunaux. C'est pas ça. Dans les pays nord-américains, et surtout évidemment aux États-Unis, on avait constaté dans les années 70 principalement que les communautés noires qui étaient particulièrement défavorisées se retrouvaient à côté des usines polluantes, à côté des sites où il y avait des émanations toxiques, parce que les sites étaient évidemment pas chers, plus accessibles. Et donc les personnes les plus défavorisées qui souffraient de discrimination se retrouvaient les plus exposées à des polluants, et donc avec des risques de santé, etc. Et il est né à ce moment-là une doctrine qu'on a appelée Environmental Justice, c'est-à-dire le constat qu'il y a un cumul des inégalités. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes soumis à des discriminations, et plus vous allez être exposé à des polluants et des problèmes environnementaux. Et donc, on commence à travailler sur cet ensemble, ce cumul des inégalités, et ce qui va générer des doctrines en matière de justice environnementale. Et puis en France, eh bien évidemment, on va petit à petit, ça a pris un peu de temps, c'est les sociologues qui vont beaucoup travailler là-dessus au départ, sur le cumul des inégalités environnementales et sociales,
Ça va prendre du temps parce que je peux vous dire qu'en 2016, quand on a posé des questions sur les cumuls d'inégalités, on n'avait pas les réponses. Et c'était en 2016. Et donc, face à ce constat d'inégalité, il va y avoir des revendications qui vont s'exprimer au niveau international et bien sûr au niveau national dans différentes régions du monde. Donc ça, c'est le premier volet de la justice climatique. C'est une approche de la justice climatique qui est revendiquée. C'est de dire, c'est plus possible, c'est plus tenable. On ne peut pas, sous prétexte qu'on est pauvre ou qu'on est socialement défavorisé, subir toutes les inégalités, être exposé à autant de risques, et notamment aux risques climatiques. Donc c'est une revendication. Ça s'est exprimé aussi à l'échelle internationale, pays du Nord, pays du Sud. Alors comme ça, bon, les pays du Nord, ça fait en gros 2 siècles que vous nous surexploitez, y compris via le processus de colonisation. Maintenant, vous allez nous expliquer que dans les accords internationaux, il faut protéger l'environnement. Et puis le dérèglement climatique, c'est quand même vous qui en êtes responsable. Et maintenant, vous dites qu'il faut payer pour s'adapter. Non, c'est injuste. C'est vous qui devez payer. C'est vous qui avez la dette climatique. Ça, c'est la justice climatique revendiquée. C'est une justice climatique accusatrice, qui cherche les responsabilités, qui les pointe du doigt, y compris sur le plan international. Il y a une deuxième façon de construire la justice climatique, une deuxième approche, qui est la justice climatique négociée. Alors ça, c'est les COP climat dont on vous parle beaucoup, et la COP 24, et la COP 25, et la COP 25. Bon. Ça, si vous savez, c'est comme des séries télévisées, mais en moins drôle. Alors, donc, la justice climatique négociée, c'est effectivement les États qui, sur la base des accords dont j'ai parlé, l'accord de 92 et l'accord de Paris 2016, qui disent on se fixe des objectifs de réduire les gaz à effet de serre, de soutenir l'adaptation. Et maintenant, on a un troisième pilier qui s'est ajouté dernièrement, dans les dernières COP, c'est ce qu'on appelle les pertes et les préjudices. C'est-à-dire les pays les plus vulnérables, et notamment les petits pays insulaires, qui accessoirement ont de l'eau jusque-là, hein, non plus qu'à s'accrocher au bouée de sauvetage. Eh bien, pour eux, on va faire un soutien financier particulier. On reparlera là-dessus parce que, franchement, il y aurait beaucoup à dire. Donc ça, c'est la justice climatique négociée. C'est celle dont vous entendez le plus parler dans les COP climat. Et puis, il y a ce que moi, je travaille le plus dans mes travaux de recherche, c'est-à-dire la justice climatique comme projet de solidarité. Et c'est ce à quoi j'ai commencé à en travailler quand j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental en 2016. J'ai dit, il faut faire un avis sur la justice climatique. Alors, tout le monde m'a regardé, mais c'est quoi, de quoi il s'agit? Alors, coup de bol, comme on avait le préambule de l'accord de Paris, j'ai dit, oui, mais vous savez, ça existe, hein, c'est dans l'accord de Paris. Bon, d'accord, elle n'est pas complètement givrée, excusez-moi l'expression. Bon. Et puis après, on m'a dit, oui, mais vous savez, la justice climatique, c'est un problème de pays en développement. Ah, je dis, je ne pense pas, non. Donc, on va commencer à étudier toutes les inégalités et voir que si vous prenez des politiques climatiques sans tenir compte des inégalités sociales, on va avoir un problème de cohésion nationale énorme. On va faire sauter le système. Donc, c'est commencer un peu... Bon, voilà. Et donc là, il faut... Bien sûr, ça, c'est un choix stratégique qui m'appartient. J'assume ici devant vous, qui est de dire, bon, la justice climatique revendiquée, d'accord, on voit que ça nous a mis dans le mur parce que finalement, ça a cristallisé les oppositions, puis rien ne se passe dans les COP négociées. Et si la France proposait son projet de justice climatique à partir de toutes les politiques qu'elle a, ses politiques sociales, ses politiques de santé, ses politiques environnementales, et si avant de dire aux autres ce serait bien de faire ceci ou cela, elle faisait des trucs à son niveau. Et après, on voit si ça marche, et puis éventuellement, après, on va voir les autres en disant bah, ça a marché, peut-être c'est intéressant d'envisager des choses de votre niveau. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la France peut faire ça? Parce que la France, elle a plein de particularités par rapport à tous les autres pays du monde. Quelles sont ces particularités? Qu'est-ce que la France a comme État, je sais pas, que les autres États n'ont pas? Vous avez le droit de vous concerter. Pas l'appel à un ami tout de suite, mais...
réponse. Dans un amphi de 800... Ah, allez-y. Ah bah oui, mais enfin, les Britanniques aussi, le Portugal aussi. Non, votre collègue dit on a des colonies. On est d'accord, mais il y en a d'autres. Donc... Alors, j'ai fait une conférence là, il y a 3 jours avec le 4e, il dit on a la Tour Eiffel. D'accord. On est d'accord. Mais en termes de territoire, nous avons des spécificités. Et en termes de politique publique, on a des spécificités. Parce que moi, avant de venir travailler en France, j'étais au Niger, au Bénin, en Afrique du Sud, en Bolivie, etc. Et quand je suis arrivée en France, je peux vous dire que j'ai vu certaines différences. En termes de moyens, en termes de poids dans les négociations internationales, en termes de droit de l'investissement, en termes de politique sociale. Et en termes, alors, est-ce que je vais pouvoir le voir là, et en termes de territoire. Donc je vous laisse réfléchir, on va revenir sur cette question. Pourquoi la France a la capacité de faire un projet de justice climatique innovant, porteur, que la plupart des États ne peuvent pas fournir, mais chacun est différent. Mais voilà, on va revenir là-dessus. Alors maintenant, j'en reviens à notre projet de justice climatique comme projet de solidarité. Donc pas le projet, on se dit oui, mais machin n'a pas fait ça, la Chine n'a pas fait ça, puis les États-Unis n'ont pas fait ça, donc moi je ne ferai rien. Non. Alors on laisse tomber ça et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. D'abord, on ne peut pas choisir de politique publique sans partir de ce qu'on appelle, nous, les sujets de droit, donc qui peut faire quoi. On peut agir sur certains aspects à l'échelle locale. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc, les changements climatiques de Poitiers, ce n'est pas ceux de Grenoble et ce n'est pas ceux de La Rochelle et ce n'est pas ceux d'Aix-en-Provence. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous avez l'élévation du niveau de la mer ici, la fonte des glaces des Alpes, voyez. Donc évidemment, c'est un problème global, mais avec des impacts climatiques qu'il faut décliner. Les risques de cyclones ici à Poitiers, voyez. Par contre, en Polynésie, dans certaines autres régions, évidemment, les risques climatiques se déclinent selon les territoires. Donc il faut agir à une échelle locale, et il y a certaines politiques qui doivent être menées. On peut agir à l'échelle nationale, notamment pour certains plans d'adaptation, notamment sur la protection de la santé, par exemple. Et on doit agir au niveau international pour changer peut-être des politiques qui privilégient une économie hyper carbonée avec un droit de l'investissement uniquement centré sur la protection des investisseurs et pas sur l'intérêt des populations. Tout ça, ce sont des leviers d'action. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des problèmes de justice entre les individus. Et on a constaté, et à l'époque, j'avais demandé les chiffres et personne n'était capable de me les donner, alors qu'on était quand même au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que les femmes, par exemple, sont plus victimes de risques climatiques que les hommes? Bien oui, 14 fois plus. Pourquoi? Parce que socialement, elles subissent plus de précarité, elles ont beaucoup moins de capacité de s'adapter. C'est quoi le problème de la justice climatique? C'est la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, vous avez 3 niveaux de vulnérabilité. Vous avez un, vous êtes exposé à un risque. Par exemple, inondation, vous êtes là. Ah, c'est pas de chance. L'exposition au risque. Deuxièmement, c'est la capacité à faire face au risque. Si vous avez un véhicule, si vous êtes en bonne santé, vous allez peut-être pouvoir courir plus vite que quelqu'un qui est handicapé, par exemple, accessoirement. Ça peut jouer dans certaines situations de risque. Bon, nous, on a connu, par exemple, certains niveaux d'élévation du niveau de la mer. Une personne âgée va avoir une mobilité réduite, etc., etc. Donc, deuxième niveau de vulnérabilité, est-ce que vous êtes capable de faire face au risque? Troisième niveau, c'est la capacité à se remettre du risque. Inondation, vous perdez votre maison, vous perdez votre boulot. Est-ce que vous allez retrouver une maison et un boulot, par exemple? Eh bien, ça va être beaucoup plus facile si vous êtes cadre supérieur, que vous avez des moyens, si vous avez une résidence secondaire, etc., etc. Donc, attention, quand on parle de justice climatique à l'échelle des individus, il y a effectivement une vulnérabilité qui s'expérimente. Ensuite, il y a la justice entre les générations. Bon, ça, on en a parlé, c'est-à-dire que les décisions que nous prenons là maintenant, elles seront subies, si je puis dire, elles auront des conséquences sur la génération d'après. Est-ce que c'est normal?
que la génération actuelle handicape les possibilités de développement de la génération d'après. C'est un problème de justice entre générations. Il y a un problème de justice entre les États. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est juste que les petits pays insulaires n'aient plus de capacité de survie, on va dire les choses comme ça. Les pays en développement souffrent de désordres extrêmement importants dans leur capacité de développement. Est-ce que c'est effectivement acceptable ou est-ce qu'il faut redresser certaines politiques actuelles? Et puis, il y a la justice infranationale, c'est-à-dire entre les territoires, ça on pourra en reparler, et notamment vis-à-vis des territoires d'outre-mer. Et il y a la justice pour la nature, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est juste qu'une espèce qui s'appelle espèce humaine conduise à l'extermination d'autres espèces? C'est une question éthique, une question que je vous pose. Bon, il y en a pour qui ce n'est pas un souci, mais j'imagine qu'ici, les biologistes me diront qu'accessoirement, l'espèce humaine ne pourra pas survivre sans le reste du vivant. Alors, il y a la justice entre États aussi, bien sûr. Bon, ça, c'est dont on vient de passer. Et donc, voilà, on peut décliner à minima 4 niveaux de justice. Maintenant, comment agir sur ces différents niveaux de justice? Alors, c'est ce que j'appelle la justice climatique projet de société. Eh bien, on a des politiques publiques, et là je reviens repartir à un niveau territorial, on a des politiques publiques qu'on peut développer en termes d'aménagement du territoire, en termes de santé, en termes de sécurité. Il faut savoir qu'un des grands enjeux identifiés sur le climat, ça a été identifié par les grandes agences de sécurité nationale aux États-Unis, qui ont très rapidement dit, dès les années 70, que le climat, la détérioration du système climatique allait être un problème de défense nationale. Si vous avez des conflits pour l'accès à l'eau, parce qu'il y a moins d'eau, vous allez avoir des conflits armés, au sens vraiment de sécurité. Et c'est évidemment ce qu'on expérimente maintenant. Donc, évidemment, le climat, et c'est au top de l'agenda. Alors, évidemment, comme on a l'Ukraine, Gaza, etc., on est pas mal occupé par les enjeux de sécurité. Mais derrière ça, à l'agenda politique international, la question climatique est devenue un enjeu de défense internationale et nationale, et ce depuis déjà plus de 15 ans. Donc, il faut développer des politiques adaptées à l'échelle internationale, sur le plan de la sécurité internationale. Le droit international de l'investissement doit devenir un droit non pas uniquement de protection des investisseurs, et notamment des investisseurs qui investissent dans des industries ou dans des secteurs carbonés, mais il faut modifier le droit de l'investissement international. Il faut penser un statut des déplacés. Alors, on vous parle beaucoup de migrants climatiques, de centaines de milliers de personnes, mais en fait, ce sont des millions avec l'augmentation de la température, enfin, les changements climatiques. Et donc, la question, c'est bien sûr, est-ce qu'on fait, mais ça, c'est ma vocation de juriste, est-ce qu'on adopte une convention de protection des migrants climatiques? Alors, on a la Convention de Genève sur les réfugiés, mais ça ne vise pas les déplacés environnementaux. C'est très ciblé sur des enjeux de migration au sens politique du terme. Alors, nous avons travaillé depuis 15 ans avec le Centre international de droit comparé de l'environnement, qui est une ONG internationale de juristes accréditée ECOSOC, c'est-à-dire accréditée aux Nations Unies. On a rédigé un projet de statut de déplacés internationaux, mais évidemment, ça n'a jamais été accepté par la communauté internationale. Mais ce serait évidemment absolument nécessaire. Donc, on peut agir pour une société internationale plus juste par tous ces leviers. Alors, voilà la réponse à la question que je vous posais. Agir en France. Pourquoi la France n'est pas un État comme les autres? Parce que la France a des territoires outre-mer dans toutes les régions du monde. Dans toutes les régions du monde, avec les territoires ultramarins. Rien que la Polynésie, c'est plus grand que le continent européen tout entier. Et de par cette présence dans tous les territoires, nous expérimentons
tous les risques climatiques. Eh oui. Et nous sommes le 2e espace maritime mondial. Et donc, nous avons des façades maritimes partout et nous expérimentons tous ces risques-là. Donc, quelles sont les spécificités de la France en termes de justice climatique? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a, c'est le bon côté ou le mauvais côté, une expérience de tous les risques climatiques de par cette représentation dans tous les territoires. 2, on a une expertise longue et historique en matière de justice sociale. Donc les inégalités sociales, c'est quand même pas nouveau dans nos politiques publiques. 3, on a un État qui certes expérimente la décentralisation, mais qui a aussi des politiques centralisées qui peuvent se décliner à l'échelle territoriale, et on a l'expertise de ça. Et 4, on appartient à un système de droit qui s'appelle le système de civil law, de droit civil, où le respect des droits humains est très important. Et le droit à un environnement sain vient d'être reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en 2022 comme un droit de l'homme à part entière. Donc la France, par son histoire, par ses territoires, par ses politiques, dispose de leviers importants pour développer au moins son projet de justice climatique, et sur le plan international, et en phase avec l'Union européenne. C'est le 4e point important de la France, c'est que nous sommes membres de l'Union européenne, qui est l'organisation régionale la plus intégrée de toutes les organisations régionales au monde. Donc toutes ces spécificités donnent des leviers d'action, et donnent des devoirs aussi à l'État français. Donc, on a différentes stratégies. Alors, je voudrais maintenant aborder des domaines particuliers de la justice climatique. Celui qui me tient à cœur, c'est celui de la justice climatique et de la santé. Alors, vous avez la chance d'avoir une présidente d'université qui, je crois, est psychologue de formation. Je crois qu'on entend de plus en plus parler de l'éco-anxiété, par exemple. Et donc, les risques, il y en a qui disent non, je ne sais pas ce que c'est. Les risques, maintenant, qui sont étudiés, c'est les risques d'éco-anxiété au sens où certaines tranches d'âge sont de plus en plus inquiètes des conséquences des changements climatiques. Il y a une prise de conscience qui génère de l'inquiétude et, plus que de l'inquiétude, de l'angoisse. Alors, les 2 catégories les plus impactées sont... C'est qui qui souffre le plus d'éco-anxiété? C'est les 70-90 ans ou c'est les 18-25 ou c'est... Oui, c'est plutôt la tranche... bon, alors c'était avant 18-25, mais maintenant c'est de plus en plus jeune. Même depuis... Et puis, l'autre catégorie, eh bien, c'est une catégorie, entre guillemets, socio-professionnelle. Ce sont les scientifiques qui sont de plus en plus inquiets parce qu'eux, malheureusement, ils ont les chiffres sous les yeux. Et donc, eux, ils vivent en direct les impacts du changement climatique et les trajectoires de changement climatique. Et la première conséquence dont je voudrais parler, c'est celle sur la santé. Avec une augmentation, ne serait-ce que de 0,5 degrés à l'échelle planétaire, et on est déjà au plus d'1 degré, comme vous le savez, on expérimente des effets directs et indirects sur la santé. Alors, ça, c'est un schéma qui a été fait par une professeure de Poitiers, mais je crois qu'elle n'est plus à Poitiers maintenant, qui est Virginie Migeot, qui avait fait un diagramme que vous pouvez revoir dans un rapport de Nouvelle-Aquitaine à Climatera. Vous avez tout un chapitre sur les risques sur la santé en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est extrêmement concret, et qui avait ainsi référencé les risques climat sur la santé. Donc vous avez des risques directs, les tempêtes, les sécheresses, les inondations, les canicules. Alors, quand vous parlez d'inégalité sociale, qu'est-ce que font les sans-abri en matière de canicule? Ils ne vont pas se réfugier dans leur logis climatisé. Hein. On a aussi constaté que dans les zones urbanisées où il y a le moins d'espace vert, les zones de chaleur deviennent insupportables et les risques de mortalité sont bien supérieurs. Donc, on a des inégalités sociales majeures en matière de risques climatiques. On a des effets indirects,
la qualité de l'eau avec l'évaporation, la pollution de l'air qui augmente avec le réchauffement, les changements écologiques de toute nature qui, effectivement, provoquent des risques sur notre santé. Et puis ces risques vont se décliner selon votre état de santé initial. Un bébé de 6 mois, s'il n'est pas dans un environnement non pollué, il va beaucoup moins bien supporter certains risques, et notamment de canicule, et une personne âgée de même. Donc évidemment, il y a des risques sur la santé qui vont se décliner. Une personne asthmatique, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à s'adapter à ces contrastes de température, etc., etc. Et puis, il y a la diffusion des virus qui étaient cantonnés à certaines régions qui ne le sont plus. Et puis, il y a les risques cardiovasculaires, parce qu'effectivement, une augmentation de la température modifie et fait pression sur le système cardiovasculaire, les risques respiratoires, etc., etc. Autre secteur, alors évidemment, là on a des préconisations, il faut en avoir pour qu'on arrête d'avoir des politiques cloisonnées et qu'on ait une approche une seule santé, qu'on arrête d'avoir des politiques climatiques d'un côté et des politiques de santé de l'autre. Il faut adapter nos politiques de santé à ces risques climatiques à toutes les échelles de territoire. Il se trouve qu'on a des schémas régionaux de santé et qui permettent, on a tous ces outils dans nos politiques actuelles. Il faut juste les réadapter et mettre de la transversalité. La question énergétique, alors qu'avec la baisse de la température, évidemment, la justice énergétique, c'est un enjeu majeur. Plus vous êtes pauvre, plus vous allez vous retrouver dans des passoires énergétiques. Si vous faites des politiques publiques en disant oui, vous avez l'obligation de changer votre matériel de chauffage. Mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Oui, vous devez avoir un logement isolé. Mais il y en a qui veulent bien avoir un logement isolé. Simplement, ils ne peuvent pas. Il y en a qui veulent bien changer de voiture, passer à l'électrique ou à l'hybride. Mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Il y en a qui voudraient bien habiter à côté de leur emploi. Mais non, ils habitent loin parce que... Ils n'ont pas le choix parce que le logement est tellement cher à proximité de leur lieu d'emploi qu'ils sont obligés d'aller loin. Et donc, je vous passe la crise des gilets jaunes, etc., etc. Parce que nous, on a fait la vie en 2016 et c'était bien avant les gilets jaunes. Donc, la justice énergétique, c'est aussi un sujet qu'il faut prendre en considération en adoptant des politiques énergétiques qui tiennent compte des inégalités sociales et des inégalités d'exposition aux risques climatiques. En conclusion, j'ai rien lu de mes papiers, mais bon, c'est pas grave. En conclusion, c'est un enjeu éthique, vous avez compris, qui nous concerne tous. C'est un enjeu de société, la justice climatique, quelles que soient les définitions que l'on a, que ce soit de la justice climatique revendiquée, négociée, d'ailleurs, c'est pas incompatible, au contraire. Et une justice climatique qui soit un véritable projet de société, une justice climatique de solidarité écologique, ce que j'appelle, pour arriver à faire évoluer les politiques publiques. Et on a pour ça énormément de leviers sur le plan national et sur le plan international. Il suffit juste de faire évoluer ces leviers. Et je voudrais terminer sur cette réflexion sur la dignité humaine, qui est le fondement de la justice climatique. Nier à quelqu'un la dignité revient à le considérer comme inférieur et à ne plus le considérer comme un être humain. La dignité humaine est fondamentale en ce qu'elle constitue la première qualité de la personne humaine et elle est de ce fait intangible. Elle implique que l'être humain soit respecté par le fait même qu'il appartient à l'espèce humaine. Et c'est sur la base de cette idée que celui qui est faible, qui est incapable, celui qui a tort, celui qui a fait une erreur, qui est coupable, doit bénéficier de la protection du droit. Et donc, il doit bénéficier aussi d'un projet de justice climatique. Je vous remercie. Et évidemment, on attend vos questions et vos réponses.
Merci. Je vous propose de poser quelques questions à notre conférencière qui doit partir relativement vite pour prendre un train, mais je suis sûre qu'elle a encore on a le temps. On a une bonne demi-heure. Du temps pour une demi-heure pour répondre à vos questions. Donc, chacun une travée. Oui, voilà, on va faire comme ça va être le plus simple. Vous pouvez aussi faire vos remarques. Hein. Vous pouvez faire une réflexion. Est-ce que ça vous a interpellé sur un aspect particulier ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il y a des questions. Oui, en haut. Ouais. Oui. J'en vois deux, mais je ne vois pas tout le monde. Je vois deux questions en haut. On est là pour débattre aussi. Donc, si vous avez des propositions pour faire avancer le sujet, je suis preneuse aussi. Hein. Voilà. Première question. Depuis quand le changement climatique est devenu quelque chose qui était intervenu par l'État et que la justice a pris en compte en fait que c'était problématique? Alors, excellente question, bien sûr. En fait, il y a toujours un décalage entre la science, donc ce que nous ont expliqué les climatologues, et ce qui est pris en compte par la communauté internationale, donc dans le droit. Je résume. Donc, depuis les années 80, la science, les sciences climatiques et je pense qu'il y en a qui peuvent mieux répondre que moi ici, mais bon, depuis les années 80, le consensus scientifique avait bien avancé sur le fait que le changement climatique global était lié à ce qu'on appelle l'activité anthropique, c'est-à-dire l'activité humaine. Mais ça met du temps à passer dans la communauté internationale. Donc, c'est en fait surtout avec l'accord de 92 que ce consensus scientifique a été intégré en droit international avec l'accord donc des États. C'est surtout avec l'accord de 92. Mais avant, il y a eu, par exemple, le protocole de Montréal sur les polluants transfrontières, et il y a eu la Convention de Vienne sur la protection de l'atmosphère. Donc, il y a eu d'autres conventions internationales, mais qui n'étaient pas centrées sur le climat. C'est vraiment avec l'accord de 92 que le consensus scientifique est passé dans le droit international et ensuite à l'échelle nationale. Alors, quand même, il y a un petit delta entre le moment où le droit international décide qu'il faut faire quelque chose et ce que le droit national fait, hein. Des fois, ça prend quand même 3-4 ans. Si vous regardez le droit de l'environnement, ça s'est toujours passé comme ça. Par exemple, le développement durable 92, on a eu les lois Barnier sur le développement durable en 95. Tout est comme ça, en fait. Hein. Nous avons une deuxième question à côté. C'était au sujet des inégalités. Vous avez dit qu'en 2016, on n'était pas armé. Est-ce qu'il y a eu des réelles nouveautés ou des subtilités qui ont été ajoutées ou qu'en est-il ? Alors, ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, quand vous êtes... alors moi, j'étais en fait au Conseil économique, social et environnemental, j'avais un statut de personnalité associée. C'est-à-dire, on est des scientifiques, mais on n'est pas membre, élu de l'instance. Et donc, nous, moi, j'étais là et j'ai juste proposé des questions et j'ai dit, quand vous êtes dans cette assemblée-là, vous pouvez demander de l'expertise à n'importe quel corps d'État. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous savez s'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes sur les risques climatiques? Et là, personne, donc les services de l'État ne pouvaient pas me répondre. Donc, c'était vraiment sur cette question-là. Alors, est-ce que ça a avancé? Oui, énormément. Parce que maintenant, on a les chiffres. On sait que c'est 14 fois plus. J'avoue que j'étais sidérée moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Donc, on a des constats sur les inégalités qu'on n'avait pas en 2016, premièrement. On a une prise de conscience que la justice climatique, c'est pas qu'une histoire d'écolo branché, machin. C'est un problème de société et d'économie majeure. Ça, on a beaucoup avancé. Et sur certaines politiques publiques climatiques, on arrête de faire peut-être de la politique énergétique uniquement de manière générale et on prend en compte les inégalités sociales, les différences de moyens beaucoup plus. Oui, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a encore plein de domaines où il n'y a rien eu de fait. Par exemple, sur le droit de l'investissement international, comme par hasard. Par exemple, sur le statut des déplacés environnementaux, comme par hasard, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on est un peu en carafe, comment dire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites, y compris sur le plan énergétique, notamment. Quel est l'avenir de la justice climatique face à la surpopulation?
Alors, face à la surpopulation, nous entrons dans ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, comme vous savez, c'est-à-dire plus de 7 milliards. Est-ce que quelqu'un peut me donner les chiffres, combien de naissances toutes les 24 heures? Concertation entre les biologistes, les... Ouais, réfléchissez, personne n'est capable de donner le chiffre. Bon, si j'ai bien compris, c'est pas mon domaine, mais je crois que c'est 340 000 naissances par 24 heures. Bon, il y a quand même 150 000 décès, donc vous faites la moyenne. Et vous voyez qu'il y a plus de 200 000 personnes sur Terre. Alors, la surpopulation, alors, c'est complexe, hein, parce que nous avons enclenché une transition démographique sur tous les continents. Et nous sommes maintenant aussi, j'allais dire, on nous en parle beaucoup dans les politiques françaises maintenant. La France était à plus de 2 enfants par femme. Enfin, on avait un taux de natalité qui était vraiment dans la moyenne supérieure au niveau européen. Et maintenant, c'est plus le cas. Je crois qu'on est à 1,8, etc. Donc la surpopulation, c'est très difficile d'en parler de manière globale, ça dépend des continents, ça dépend de la transition démographique amorcée. C'est pas du tout la même chose en Afrique qu'en Asie, par exemple, ou en Amérique latine ou en Europe. Donc la surpopulation, c'est quand même, c'est difficile d'en parler de manière globale. Il y a certains continents qui clairement sont dans une situation de vieillissement très très important. Et on a d'autres continents qui restent sur des trajectoires, on va dire, où la jeunesse va être beaucoup plus importante. Mais tous les continents sont en transition démographique de toute façon. La question de la population doit être posée, quoi qu'il en soit, elle est posée dans les accords internationaux. Mais à ce moment-là, ça dépend vraiment des politiques qui sont adoptées selon les régions du monde, parce qu'on n'en est pas du tout au même niveau. Mais c'est un point pris en considération dans les politiques climatiques mondiales, oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de silence pour entendre la conférencière s'exprimer et répondre aux questions, s'il vous plaît? Merci. D'autres questions? Moi, j'avais vu des questions en haut, mais je ne sais pas. Une question? Ah oui, pardon. Oui, ma question c'était est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un changement radical dans nos comportements pour obtenir une augmentation de température qui n'est pas trop élevée? Est-ce que vous pensez que le droit en tant que tel peut créer ce changement radical avec les notions dont vous parliez tout à l'heure d'inertie un peu du monde international? Alors, c'est une excellente question, mais qu'on me pose de plus en plus. Et on me pose beaucoup la question de la désobéissance civile. Est-ce que le droit peut enclencher quelque chose? Le droit, c'est jamais que le résultat de la volonté d'une société. Donc, si la société n'est pas prête, si la société ne fonctionne pas de manière démocratique, dans l'intérêt général, mais simplement en défendant des intérêts, on va dire, particuliers, contre l'intérêt général, le droit peut aussi être un obstacle. Donc, de quel droit parlons-nous? Si c'est la défense de la démocratie environnementale, je pense que des choses vont changer. Maintenant, comment se construit le droit? Qui fait pression pour quel droit? À quel niveau? Quel est le niveau de transparence dans la prise de décision? Quels sont les intérêts vraiment défendus? La question qu'on me pose beaucoup depuis maintenant 5 ans, c'est « Ah ben oui, mais votre droit de l'environnement, vous voyez, c'est pas appliqué. Ouais, le droit international, on n'en parle pas. Même évidemment les étudiants de droit. » Alors, je dis ceci. A priori, vous n'avez pas le droit d'assassiner votre voisin. Hein. Bon, a priori. Ou alors j'ai raté un truc. Mais pourtant, il y a des meurtres tous les jours. Effectivement, le droit de l'environnement est bafoué, etc. Mais il faut quand même s'accrocher à ce qu'on a. Et on a beaucoup. Et déjà faire respecter ce qui existe. Et oui, le droit est un levier parce que le droit, c'est une projection de la société. C'est ce qu'on veut. Si on ne se donne pas des objectifs, si on n'a pas ça, alors c'est le chacun pour soi, etc.
Donc le droit ne fera pas tout sans la prise de conscience, ça c'est sûr. Mais sans le droit, si c'est le chacun pour soi, je pense qu'on n'ira pas bien loin. Attendez, on va vous passer un micro. On va vous passer la parole parce que les autres ne vont pas vous entendre. On vous entendra mieux avec un micro. On est tous d'accord pour... L'éthique suffit-elle? Faut-il un gendarme? Enfin, il y a tout ça qui... Nous, à un titre personnel, individuellement, on essaie de faire au mieux. En tout cas, on a une espèce d'éthique, effectivement. Après, le chacun pour soi, le fait que ça prenne tant de temps, qu'il y a de l'injustice, il n'y a pas de gendarme, je disais, pour voir l'ONU, elle fait quoi, quel rôle elle peut jouer là-dedans. Alors vous posez des questions que je traite au quotidien dans mon cours de droit international. Alors, d'abord, une chose. J'étais effarée, on a fait un colloque international de la Commission mondiale des droits de l'environnement, et quand j'ai dit ça, j'avais l'impression que je disais un truc incroyable. D'abord, l'histoire du droit international n'a pas été conçue, le droit international n'a pas été conçu pour affronter de tels défis mondiaux. Le droit international, il a été conçu pour régler des petits problèmes entre États, frontaliers. Voilà, on a fait du droit de la guerre, comment se taper dessus. Bon, est-ce qu'on évacue les blessés? Est-ce qu'on accueille les réfugiés politiques? Le droit international, c'était historiquement du droit interétatique. Et maintenant, on lui demande avec ses petits bras musclés d'affronter le changement climatique. Donc, il faut passer à un nouveau niveau normatif. Pas simplement de droit interétatique, mais d'un droit dans l'intérêt de l'humanité, et j'ai envie de dire dans l'intérêt du vivant. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on fait des propositions juridiques pour que ce droit international avance. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Et on revient à cette idée de quel droit on défend. Mais le droit international tel qu'il est, il n'est pas équipé. Il faut aller vers une société internationale solidaire qui arrête de se dire c'est un État plus un État plus un État qui décidons. C'est pour ça qu'il y a... alors, soyons quand même un petit peu optimistes. Dans les dernières négociations climat et dans l'accord de Paris, cette multiplicité des parties prenantes, les entreprises, le secteur privé fait des choses, la société civile s'organise. Donc, on est vraiment de plus en plus vers un mouvement collectif à tous les niveaux et de plusieurs acteurs. Et c'est ça qu'il faut. Et vous avez, voilà, pour l'ONU, le problème, c'est que l'ONU, elle est paralysée. Et que l'ONU est le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Les alliés, les vaincus, bon, il faudrait peut-être avancer sur le schéma. Voyez ? Donc, évidemment, les Nations Unies, dans leur fonctionnement interne, structurel, institutionnel, il faudrait aussi que ça change. Mais il y en a qui ne souhaitent pas beaucoup que ça change, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses qui évoluent quand même. Mais il faut continuer à faire des propositions. Et il n'y a pas de super gendarme. Aucun État n'est obligé à rien pour répondre à votre question. C'est toujours sur la base du volontariat en droit international. Moi, j'avais une question par rapport au... Donc, vous parlez des questionnements qui sont suscités par la justice du coup climatique, environnementale. Oui. Est-ce que tout ça, ça peut englober par rapport à tout ce qui est... Vous parlez de la précarité, enfin ce genre de choses, donc la vulnérabilité des populations. Si ça prend aussi en compte tout ce qui est justice alimentaire liée au réchauffement climatique, du coup, si ça suscite aussi ce genre de questions et ce genre d'appui. Alors, bien sûr, alors ça me permet de faire, entre guillemets, une annonce. Il va y avoir un colloque organisé à Paris... Paris 1 sur les trois justices, justice alimentaire, justice sociale et justice environnementale. Et la question de la justice alimentaire, elle est quand même différente dans les politiques publiques, mais elle s'appuie sur des choix de production quand même alimentaire. C'est pas la justice alimentaire en tant que telle, mais sur des choix de production qui soient quand même accessibles avec une certaine qualité. Et pour ça, il faut qu'on ait un système de production alimentaire, agricole et industriel, qui soit dans le respect du vivant. Parce que le système qui vise à dire tout ce qui est à bas coût, plein de polluants, de pesticides, etc., c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, et puis le bio, c'est ceux qui peuvent acheter, c'est quand même un vrai souci. Mais ça, alors ce qui est intéressant avec la justice alimentaire, c'est que quand on part de l'alimentation, on peut... Si on part de l'objectif qui est de dire que tout le monde doit pouvoir consommer à peu près sans risquer sa peau,
Donc, éviter les produits transformés. Moi, j'ai des collègues qui travaillent à l'ANSES. Au bout de 15 jours, ils ne bouffaient plus rien. Enfin, je vous passe les détails. C'est quand même l'autorité de la sécurité alimentaire. Bon, enfin, bon, bref. Bon, mais je veux faire peur à personne. Je ne suis pas là pour ça. Quoique. Mais donc, évidemment, quand on parle d'une qualité d'alimentation, on va remonter des chaînes de production qu'il va falloir modifier. C'est ça qui est intéressant avec la justice alimentaire. C'est si on part sur le fait que tout le monde a droit à une alimentation saine, on va dire, à ce moment-là, tout le reste de la chaîne, en termes de production, de choix de production et de conditions de production, va changer. Et c'est en ça où la justice alimentaire, il faut qu'elle avance. Moi, il y a un truc qui me choque énormément, c'est la consommation durable. On est à l'âge de pierre. Quand vous voulez acheter un truc, ben, excusez-moi, mais c'est plus des binocles qu'il vous faut, c'est une longue vue. Vous lisez tous les ingrédients. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Je veux dire, quelle est la défense du consommateur en termes de qualité de produit et donc de santé? Ben, là-dessus, il faut avancer sur parce que ça, c'est mon côté juriste, sur la réglementation des produits. Pourquoi est-ce qu'on accepte? Alors on dit fumer est dangereux pour la santé. Bah oui, mais enfin avaler des produits OGM et plein de pesticides, y compris quand on pense manger des fruits et légumes, parce que les légumes, vous pouvez les faire bouillir. Les pesticides vont pas disparaître. C'est pas moi qui le dis, c'est mes collègues en biochimie. Moi, j'y connais rien. Donc si on remonte par le biais de la justice alimentaire, oui, il y a une connexion avec la justice climatique parce que là, notamment l'agriculture, joue un rôle fondamental dans l'équilibre climatique. Donc oui, c'est une bande d'entrée, il y a des connexions importantes. Oui. Je passe le micro. J'entends votre propos et je le partage, encore que l'actualité récente vient contredire ce que vous venez d'annoncer. Vous voyez où je veux arriver avec les accords du Mercosur, puisque même l'Europe aujourd'hui, qui était pour moi en tout cas à la pointe de ce que vous développiez à l'instant, on va sacrifier l'agriculture française, entre guillemets, pour favoriser les exportations des voitures allemandes. Donc vous voyez bien que même en matière de droit, aujourd'hui, on est vraiment à la remorque de ce qu'on pourrait faire, en tout cas, en la matière. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Non, mais c'est une question extrêmement importante, parce que comme je l'expliquais pas plus tard qu'au déjeuner, parce que moi je viens du droit de l'économie, je viens d'une formation en droit international économique, donc le droit de l'OMC, etc. C'était un peu le droit de l'investissement international. Et j'ai toujours pensé, et je continue même 30 ans après à penser, qu'on ne peut pas envisager de faire avancer le droit de l'environnement et donc les enjeux environnementaux sans comprendre les mécanismes économiques. Donc là, vous évoquez un accord spécifique qui a posé un problème de compétence de l'Union européenne. Est-ce qu'on se situe sous l'angle de l'économie, compétence pleine de l'Union européenne, ou de certains échanges? Et là, on est dans de la compétence partagée avec les États membres, ce qui a provoqué un psychodrame juridico-institutionnalo-politique, peu importe. Mais l'Union européenne, il faut bien se rappeler que c'est avant tout un accord économique. C'est une union économique. Et il faut bien se rappeler que le droit économique préexiste au droit de l'environnement. Et que le droit de l'environnement, il est apparu en parallèle historiquement, il s'est installé, mais il n'y a pas eu forcément de connexion et surtout de priorité donnée au droit de l'environnement. Ce n'est pas un problème du droit en général, c'est une question de priorité qu'on se donne. Si le droit de l'environnement et si le droit à un environnement sain est au-dessus de la pyramide, normalement, tout le reste doit découler, y compris le droit économique. Et dans le fonctionnement de l'Union européenne et dans les accords internationaux économiques, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas pour le moment. C'est une explication. C'est pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas regrettable. Vous avez évoqué plutôt le fait que, par le passé, les revendications climatiques sont venues de la société civile. Donc, est-ce que pour vous, c'est impossible que ces revendications soient récupérées par la sphère politique et donc que l'espoir, entre guillemets, soit uniquement le fruit des revendications de la société civile? Alors, c'est venu de la société civile, mais c'est parce que c'est elle qui expérimente les problèmes. Enfin,
je voudrais répondre, excusez-moi, mais par une expérience personnelle. Quand j'ai commencé à faire du droit international de l'environnement, d'abord, on m'a dit que c'était un suicide académique. Bon, ben, ça, c'est un détail, que ça n'avait pas d'avenir, etc. Bon. Donc, moyen de dire aux étudiants nombreux dans cette salle que si vous avez des rêves, il faut, ça paraît cliché de le dire, mais il faut les poursuivre. Bref. Mais j'ai donc commencé à faire du terrain en Inde, dans les pays en développement, pour constater sur le terrain ce qui se passait. Je suis partie en 94, 95, et moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que si dans les 15 jours, il pleuvait pas, il y a des villages entiers qui allaient y passer. D'accord ? Et donc, vous apprenez très vite sur le terrain qu'il y a des populations, c'est de la survie, la protection de l'environnement. Ce n'est pas une histoire de bobo branché. Hein. Donc ça, vous le vivez sur le terrain. Donc, très logiquement, les populations qui sont en état d'hyper-vulnérabilité au quotidien, ben à un moment, elles s'organisent pour dire ça ne va pas, il faut changer quelque chose. Et c'est pour ça que ça vient de la société civile. Si la question que vous posez, c'est pourquoi les politiques n'écoutent pas ou font avancer, c'est un peu ça le sens de votre question, un peu. Alors ça, c'est notre sujet de recherche dans la fédération dont je m'occupe, c'est pourquoi les constats scientifiques qui disent bon ben voilà, on est sur des trajectoires de risque climatique, voilà, on va être à plus 4 degrés, les secteurs économiques, tac, 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 on va pas s'en sortir, il faut tout changer, machin. Et donc, pourquoi est-ce que les politiques publiques n'en tiennent pas compte et ne prennent pas des décisions? Parce qu'évidemment, on n'a pas une connexion entre la science et les systèmes institutionnels. C'est ce que je passe mon temps à expliquer à tous les scientifiques des autres disciplines. Parce qu'ils disent, mais on ne comprend pas, ça fait 30 ans qu'on le dit, ça, puis ça avance pas. Ben, oui, mais c'est parce que c'est pas comme ça que ça se décide dans les institutions. La place de la science, c'est pas la science qui dit, ah ben il y a ça qu'il faut faire, puis tout d'un coup les institutions s'alignent. Alors évidemment, on a des conseils scientifiques qui font des préconisations, etc. Mais après, la décision publique, elle se fait entre des partis qui négocient entre eux sur d'autres intérêts qui sont, et notamment des intérêts économiques. Et c'est pour ça que la démocratie est importante. La démocratie, c'est d'abord le savoir, d'abord la science. Ensuite, c'est l'information. Quand on parlait de démocratie, plus on a une société informée, plus elle est capable de se défendre. Et une fois qu'on a l'information, on peut participer à la décision publique. C'est le 3e niveau. Et une fois qu'on peut participer, ensuite, on peut défendre ses droits. Parce qu'il faut les connaître pour les défendre. Et là, on passe sur la justice climatique contentieuse. Aller devant les juridictions, attaquer l'État parce qu'il n'a pas respecté ses propres objectifs climatiques. C'est ce qu'on a fait en France et c'est ce qu'on fait dans plusieurs pays du monde. On leur dit, mais vous ne comprenez pas, vous avez tel objectif et on n'a pas adopté les... Ah ben oui, la France est responsable et hop. Et c'est là où effectivement on peut aller jusqu'au contentieux. Donc la base pour faire avancer, c'est vraiment la démocratie environnementale. La connaissance... La science doit être diffusée, elle doit continuer à être diffusée, elle ne doit pas être percutée, tronquée, manipulée. Elle doit continuer de se diffuser pour que les citoyens aient les outils pour défendre leurs droits et l'intérêt général. Plus on aura une société transparente avec des citoyens informés des enjeux, et plus on a des capacités de décision qui vont aller dans ce sens-là. Et malgré tout, ça avance, mais est jugé. Exactement, le contentieux. Vous avez développé le respect de la vie. Moi, j'en étais resté sur... et vous avez dit, tu ne tueras pas. Pas de droit sans sanction. Et c'est la Cour européenne de justice qui a rendu une abondante jurisprudence. Est-ce qu'on peut... Vous produisez du droit, mais pour l'instant, il n'y a pas de crime contre l'environnement. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose qui viendrait de la justice? Alors, j'ai relevé 7 jurisprudences depuis 2004. Il y en a beaucoup. Alors, de quelle justice on parle? Là, pour tout le monde, là, on parle des tribunaux, on parle de contentieux. Donc, en droit, il y a plusieurs niveaux de contentieux. Il y a le droit international. La Cour internationale de justice vient d'être saisie d'un avis
sur la responsabilité climatique des États. On a pu suivre d'ailleurs les développements en direct sur la TV des Nations Unies. J'avais donné ça à mes étudiants. Je pense que vous pouvez récupérer les vidéos. Donc les États insulaires demandent à la Cour internationale de justice, nous, petits pays insulaires, on est en train de payer plein pot le dérèglement climatique. Il y a des États développés notamment qui sont responsables. Je veux que vous reconnaissiez ça. Donc ça, c'est la justice internationale. La justice dont vous parlez, au niveau européen, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme, avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne reconnaît pas le droit à l'environnement sain, mais qui reconnaît bien sûr le droit à la vie, et qui, de manière détournée, réussit à faire une jurisprudence incroyable en matière de droit à un environnement sain, et c'est une jurisprudence abondante. Et je souligne aussi beaucoup de jurisprudence demandée par des femmes, d'ailleurs. Et puis, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui est saisie pour faire respecter le droit de l'Union européenne, et c'est un autre niveau. Et après, il y a les tribunaux nationaux qu'on peut utiliser pour respecter les objectifs nationaux. Il y a énormément de jurisprudence. Et dans d'autres pays du monde et aux États-Unis, pour la protection de l'air, etc., les contaminants. Mais enfin, c'est très bien, et heureusement qu'il y a ça, et donc il y a la sanction, avec des astreintes pour les États qui ne respectent pas, effectivement. Mais ce que je regrette, c'est heureusement qu'on a besoin de tous les volets. On a énormément besoin du volet de la justice au sens sanction. Mais le problème, c'est que il faut beaucoup de prévention aussi, quoi. Si on pouvait en arriver, voilà, parce que le temps que la justice judiciaire se fasse, il se passe plein de choses, et ce serait bien d'avoir des politiques adaptées, quoi. Et vite. C'est ça le problème. C'est l'espace-temps aussi. Et il n'y a pas. Alors, alors, on est en train d'adopter au niveau du Conseil de l'Europe. Alors, je rappelle, parce qu'il n'y a pas de juristes, je crois, beaucoup dans la salle, l'Union européenne, c'est 27 États membres, hein, la Commission européenne, etc., à Bruxelles. Et le Conseil de l'Europe, c'est 46 États membres. C'est une organisation internationale créée après-guerre pour protéger l'État de droit et les droits de l'homme. Donc, c'est pas les mêmes organisations internationales. Et ces deux organisations internationales européennes ont des vocations et des systèmes institutionnels différents. Excusez-moi, parce que je suis pas sûre. On va conclure là, parce que il va y avoir un autre cours après, et on va laisser la place. Et 45. Merci beaucoup. Merci.